Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, bienvenue pour cette visio flash numéro 5 du réseau Bruted. Pour thématique aujourd'hui, la restauration scolaire et en particulier le passage en régie, avec une dimension où on pourra voir comment la commune de la Bernerie-en-Ré a porté ce projet pour maîtriser l'approvisionnement et porter une approche pédagogique qu'on a mis en sous-titre, mais on verra qu'il y a aussi d'autres sujets qui forcément sont en lien avec ce projet de restauration scolaire et de passage en régie. Donc nous accueillons Sylvie Imbert, adjointe à la Bernerie-en-Ré, en Loire-Atlantique, qui va pouvoir nous partager pendant les 25 premières minutes de cette vidéo le projet qui a été mené sur la commune. Et puis nous aurons un temps d'échange et de questions-réponses pendant la deuxième partie de cette visio d'un peu moins d'une heure. Voilà, donc je suis Franck Guillauzuic, je suis chargé de développement. J'ai mes collègues qui sont présents avec moi aussi pour accompagner cette visio flash. Et je vous propose donc de la démarrer dès maintenant. Bonjour Sylvie, tu es donc élue adjointe à la commune de la Bernerie-en-Ré. Je me permets de situer la commune de la Bernerie, une commune littorale, sud de Loire-Atlantique, de 3400 habitants, attractive, je dirais comme l'ensemble du département de la Loire-Atlantique, mais en particulier avec la dimension littorale, elle est forcément encore un peu plus, et avec une population qui a grandi ces dernières années. Voilà pour présenter un petit peu la commune. Sylvie, peut-être tu peux nous indiquer le contexte qui était le vôtre sur la restauration scolaire de la commune, et puis ce qui a pu peut-être déclencher vos motivations à envisager un passage en régie. Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, nous sommes une petite commune littorale, 216 enfants dans une seule école, à peu près 200 repas journaliers. Euh, nous, le projet a commencé sous l'ancienne mandature, qui s'était posé la question suite à des retours de mécontentement des parents sur ce qui était proposé jusque-là. Nous passions par un prestataire en liaison froide. Donc, l'ancienne mandature avait consulté un économiste pour savoir ce que ça pourrait coûter à la commune si nous entrions dans ce type de projet. Et ce type de projet était un engagement de campagne de la nouvelle mandature. Donc, on s'est lancé dès le départ, un projet un peu perturbé par le Covid qui nous a pas facilité la tâche sur les rencontres entre les uns et les autres. Mais on a mis en place un groupe de travail pratiquement dès le début qui englobait à la fois les élus, bien sûr, mais aussi des agents, des parents d'élèves, des élèves, les enseignants. Et l'association qui gère chez nous le périscolaire et la LSH et le multi-accueil. Et ce groupe de travail s'est mis en place pour rédiger déjà un projet qui tiendrait compte des envies et des besoins de tout le monde. Et puis pour trouver les solutions qui nous conviendraient le mieux. Donc, l'idée, ça a été les élus étaient un peu inquiets par le fait de reprendre, de porter le projet, parce que beaucoup se disaient, mais si on fait une cuisine sur place et qu'on a, pour une raison ou pour une autre, le cuisinier est défaillant, comment on peut faire? Le prestataire, au moins, il nous amenait les repas tout prêts et c'était plus facile. Une Donc, certaine sécurité. une certaine sécurité, oui. Donc, il a fallu travailler pour trouver une solution à ce problème, rassurer les élus qui n'étaient pas très chauds au départ pour se lancer là-dedans, sachant que les parents d'élèves, eux, ils étaient très, très véhéments, c'est peut-être pas le terme, mais ils avaient vraiment envie que ça change. Et Donc, d'ailleurs, peut-être que ça vaut le coup de rappeler ce qui était un petit peu
vos motivations, vos sources de mécontentement qui étaient partagées par des parents ou des élus. Il y avait Euh, il y avait le mécontentement des parents d'un côté et la volonté des élus d'aller sur un projet éducatif alimentaire avec et d'offrir aux enfants de notre commune une alimentation saine avec des produits de proximité. Donc, on connaissait le fournisseur ou l'agriculteur. Et puis, du circuit court, des produits bio, si possible de qualité. Donc il y avait une volonté politique d'un côté et puis une volonté parentale et les deux se sont rejoints pour qu'on puisse mener ce projet et trouver les solutions qui nous conviendraient le mieux. On avait un restaurant scolaire très bien situé par rapport à l'école puisqu'il jouxte l'école. Il n'y a pas besoin de sortir. Donc le choix a été fait de ne pas construire une cantine hors site, mais de travailler sur le site, l'ancien site du restaurant scolaire pour des questions, donc, comme je vous disais, de trajet et de proximité. Donc, on a travaillé sur l'ancien bâtiment. On a créé une cuisine puisqu'elle n'existait pas. Nous n'avions qu'un centre de réchauffage. Donc la cuisine, on avait un parking, ça tombait bien, donc on a pu agrandir l'ancien restaurant scolaire sur ce parking et faire une nouvelle cuisine. Et on a récupéré l'ancien local de réchauffage et le self pour agrandir la salle. Donc il y a eu en un premier temps la création de la nouvelle cuisine avec toutes les salles actuelles, hein, la salle de réchauffage, non pas de salle de réchauffage, pardon, la salle de préparation froide, la salle de préparation chaude, la légumerie, l'espace de lavage, la salle des frigos. On a choisi de mettre des frigos et non pas une chambre froide. On pourra expliquer après pourquoi. Et puis, quand cette cuisine a pu être utilisée, on a loué un modulaire pour pouvoir travailler sur l'ancien réfectoire et le transformer en une salle mieux équipée, insonorisée du sol au plafond. Et on a aussi travaillé on a changé tout le mobilier pour avoir aussi du mobilier atténuant les bruits et plus conforme aux attentes de nos élèves, à la bonne taille, plus pratique pour eux. Alors, et c'était oui, des enjeux que vous aviez identifiés avec le groupe de travail, avec élus et parents oui. d'élèves que vous aviez initiés? Oui, oui, parce qu'en plus des mauvais retours sur la qualité des repas, la salle était exiguë, donc ça s'est remonté et par les parents, et par les enfants, et par les personnels qui y travaillent. Elle n'était pas du tout insonorisée, donc beaucoup de bruit pendant les repas, Oui, puis on sait que c'est un enjeu important sur la pause méridienne, hein, bien sûr. le fait que le temps du repas soit très bruyant et du coup, c'est pas, voilà, c'est pas des Bien, fois un moment, j'ai envie de dire, de qualité, alors oui, qu'on aimerait que ce soit un vrai moment de qualité aussi pour les oui. enfants, quoi. Et du coup, alors contrairement à ce qui se fait dans bien d'autres communes, nous, on a choisi de supprimer le self parce que le groupe de travail qu'on avait mis en place euh, avait trouvé que avec le self, beaucoup d'enfants passaient très peu de temps dans les locaux du restaurant scolaire. En fait, ils mangeaient l'entrée, le dessert, et puis ils se reprécipitaient dehors pour pouvoir jouer avec leurs camarades. Or, un des axes de travail, c'était vraiment de passer du temps ensemble et de partager le repas. Donc,
on a essayé avec le self. Je sais qu'il y a des communes pas loin de chez nous qui ont fait des selfs en îlot pour essayer de garder la solution self, mais nous, on n'avait pas suffisamment de place. Donc, on a choisi de revenir à un repas au maximum comme à la maison, avec des plats déposés sur la table et un partage du plat par les enfants eux-mêmes. Donc, les personnels viennent déposer les plats. Quand c'est pas possible, ils sont servis encore à l'assiette, mais par table, hein. Mais la plupart du temps, l'idée, c'est de travailler sur l'éducation et le moment de convivialité du repas, l'éducation alimentaire et puis le moment de convivialité. Et donc, ce sont des plats servis par table où les enfants se servent comme ils souhaitent, un peu comme à la maison, quoi. Oui, c'est Voilà. important de souligner ça parce qu'effectivement, ça pourrait paraître anodin, ou penser d'ailleurs que même que le service en self puisse favoriser un peu l'autonomie des enfants, et qui pourrait être, intéressant de le mettre en place, ce qui en soi est pas forcément complètement faux. Mais dans le cas du service à table, voilà, il y a effectivement cette dimension de un peu comme à la maison, mais aussi avec une forme de responsabilisation, de chaque enfant, de se servir à Oui, oui. Ils mettent leur couvert, c'est-à-dire que les choses sont groupées en bout de table, ils mettent leur couvert, ils se servent et ils débarrassent leur table. Ils vont aussi aux poubelles de tri, donc ça leur permet de voir aussi, quand les poubelles se remplissent, la quantité de de gaspillage alimentaire. Euh, voilà. oui, du coup, le service à table a permis, j'ai envie de dire, de contribuer au projet, éducatif alimentaire que vous souhaitiez mettre en place. Oui. Pendant le projet, la mise en route du projet, on s'est fait aider parce qu'on n'était pas du tout des professionnels de la restauration. Moi, j'étais dans l'enseignement, mais pas côté restauration. Donc, on était un peu dépourvus aussi. Donc, on s'est fait aider par le PAT du PETR, le plan alimentaire de territoire, et par le GAP 44. Alors, pour nos auditeurs, voilà, le projet alimentaire territorial du PETR. Le PETR, c'est votre territoire intercommunal qui rassemble plusieurs EPCI et qui porte effectivement le projet alimentaire territorial. Donc, je le précise hein, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, parce que souvent, quand on parle avec les sigles, on est des fois un peu perdu. Mais oui, c'est ça. Vous avez donc intégré les groupes de travail du PAT. Oui. Alors, il y a eu plusieurs, il y a plusieurs journées hein, dans le PAT, on se réunit plusieurs fois par an. Alors, ça peut être des journées spécifiques sur le, la restauration collective ou la restauration scolaire. Ça peut être aussi des accompagnements d'associations pardon, j'ai l'autre téléphone qui sonne, d'associations. Voilà. D'associations je pense à Campus Fertile ou des associations locales comme ça, qui sont spécialisées sur l'éducation alimentaire, qu'on rencontre à travers le PAT du PETR, et ça peut être aussi des professionnels. Dans le PAT du PETR, on rencontre des agriculteurs, des éleveurs, des maraîchers, des gens des professionnels de l'approvisionnement, enfin de ce qu'on peut avoir sur notre territoire. Parce que ce qui caractérise notre commune, c'est que nous, on avait vraiment l'envie de faire du circuit court et des produits locaux, mais on est une toute petite commune du littoral et on n'a pas sur notre commune, on n'a pas un seul agriculteur sur notre commune. Alors on en a sur les communes adjacentes, mais nous, tout est loti par les habitants. Il n'y a pas de terre agricole. Oui, voilà, la surface de la commune n'est pas très très grande et elle est effectivement très urbanisée sur la frange littorale qui la compose. Donc oui, voilà, il y a pas d'agriculture. On a, Et, on en euh, a, on en a à côté. et donc justement, vous avez donc intégré les groupes de travail du PAT. Ça a pu enclencher une dynamique, de comprendre aussi un peu certains enjeux, de faire le lien avec des agriculteurs. Euh, Et une autre dimension dont je n'ai pas parlé là, c'est l'échange entre élus des communes et agents des communes.
parce qu'au sein du PAT, les chefs gérants participent et se rencontrent entre eux. Donc, il y a beaucoup d'échanges de pratiques, beaucoup d'échanges oui, de pratiques, hein, comment tu fais, quels sont tes moyens de t'approvisionner, où tu peux aller chercher de l'information. Et ça aide beaucoup au moment de lancer le projet. Et pour poursuivre justement sur la question de l'accompagnement, parce que comme vous le disiez, vous n'étiez pas forcément expert, ou en tout cas de pas savoir toujours par quel bout prendre ce type de projet. Donc on voit bien hein, que là, la dimension intercommunale avec les PAT qui sont maintenant présents sur beaucoup de territoires vous a soutenu pour pouvoir avancer sur ce projet. Vous m'aviez aussi évoqué deux choses, c'est que vous avez fait aussi des formations avec l'AMF de Loire-Atlantique, donc l'Association des maires de France. Peut-être en dire quelques mots. Et puis l'accompagnement du groupement d'agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique. Et donc peut-être là aussi nous évoquer un peu plus précisément quel accompagnement vous avez pu avoir. Alors, au sein de l'AMF, on a assisté aux formations sur le passage en régie parce que on voulait savoir comment il faudrait mettre en place les marchés publics si on avait besoin de passer par eux. En fait, comme nous ne fournissons que 200 repas, ces formations nous ont rassurés dans le sens où on peut tout faire de gré à gré et c'est beaucoup plus simple pour le circuit court. Parce que les circuits courts ne peuvent pas être mis en avant dans les marchés publics comme un facteur de choix, Comme un critère, comme oui. un critère de choix. Donc, en passant par le gré à gré, on n'a plus ces problèmes-là. Donc, il faut travailler sur l'allotissement, c'est-à-dire bien serrer les gammes de produits alimentaires que l'on va acheter. Et du coup, en faisant une facturation plus fine, plus poussée dans chaque sorte d'aliment, on arrive à faire des lots. Et en faisant les lots, on arrive à passer de gré à gré tous nos marchés. Donc, on n'a plus ces contraintes-là et les formations que propose l'AMF nous permettent de bien comprendre ce type de fonctionnement. Et puis, le GAP 44, c'est-à-dire le groupement des agriculteurs biologistes, pardon, nous a suivis sur tout le projet, en fait. On a fait connaissance, fait leur connaissance à travers du PAT, du PETR, et ensuite, on a pris un contrat avec eux et ils nous ont aidés sur tout le déroulé du projet, que ce soit pour rédiger les fiches de poste, que ce soit pour savoir quelle organisation on pouvait faire, s'il valait mieux garder un self, s'il valait mieux passer en repas à table, s'il valait mieux rester avec un prestataire, mais en faisant la cuisine sur place ou tout faire nous-mêmes. Donc, toutes ces choses-là, on a été accompagnés, on a pu en discuter avec des personnes qui étaient spécialisées dans la restauration scolaire. Nous, on a travaillé avec Monsieur Lorjou, là. Et au niveau sécurité, c'est vraiment très, très appréciable. Les fiches de poste, on les a travaillées, mais on a eu leur relecture et leurs conseils à chaque fois. Ils ont été présents au moment des recrutements. Ça aussi, c'est vraiment un plus parce que nous, on n'est pas les professionnels du recrutement dans ce secteur-là. Donc, avoir leur prisme, enfin euh, leur soutien à ce moment-là, ça a été très important. Et vraiment, le GAP 44 a été d'une grande aide. Bon, en plus, ils arrivaient avec leur propre fournisseur, si je veux dire, tout un cahier Et bien sûr, de le réseau d'agriculteurs biologiques réseau, du voilà, c'était un département. réseau, et c'était très agréable pour notre chef gérant de trouver déjà des adresses et des points d'approvisionnement possibles. Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, dans le cadre de l'accompagnement qui a pu être fait par le GAB, ça vous a permis de bien mettre en perspective différentes questions que vous vous posiez, hein, parce qu'il y avait effectivement l'idée de
de vouloir faire une cuisine sur place, mais sans savoir si vous alliez vraiment le porter en régie ou faire un marché public dans le cadre d'une prestation, mais avec une cuisine sur place, donc qui a priori pouvait porter aussi un certain nombre de gages de qualité. Euh, donc il y a eu cette dimension-là. Après, je sais que vous êtes questionné aussi, parce que c'était une de vos craintes, de dire si finalement on passe en régie, on va embaucher un cuisinier, mais c'est la crainte de beaucoup de communes, hein, de se dire, voilà, mais comment on va sécuriser la continuité du service public si jamais il tombe en arrêt maladie ou s'il est absent, comment allons-nous faire? Donc c'est une crainte très souvent partagée par d'autres communes. Comment vous avez un peu traité cette question chez vous? Alors, on en a beaucoup discuté avec d'autres communes avoisinantes et puis avec Monsieur Lorjou du Gab. Et c'est effectivement le point qui était le plus difficile à solutionner, si on veut, parce que, et celui qui était le plus anxiogène. Parce qu'on n'est pas des professionnels de la restauration et que si le chef gérant venait pour une raison ou une autre à être absent, personne ne se sentait capable de reprendre du jour au lendemain le restaurant scolaire. Donc ça avait freiné pas mal d'élus. Et puis on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors le choix du chef gérant, c'est très très important. Je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui adhère au projet, qui ait une grosse dynamique par rapport à ce projet-là. Nous, on a beaucoup de chance. On est tombé sur quelqu'un qui avait vraiment envie de travailler sur ce type de projet. Et puis, on a fait le choix. Alors, économiquement, ça a un impact, mais on s'y retrouve bien maintenant. On a fait le choix de prendre une chef de partie, un second de cuisine à plein temps, que notre chef a accepté de former au jour le jour pour que si jamais un jour il lui arrivait quelque chose, elle soit apte à reprendre le poste. Donc, on a aussi formé une troisième personne, mais ça de façon beaucoup plus légère, une personne qui participait à l'encadrement du restaurant scolaire en salle et qui vient éventuellement aider le second de cuisine les jours où le chef gérant est absent. Mais on a fait le choix, c'est un choix économique, hein, mais c'est un choix très sécuritaire, de mettre en place d'embaucher une chef de partie à temps plein. Ouais, donc je pense que c'est important et intéressant effectivement que ce soit souligné, hein, le choix que vous avez pu faire pour s'assurer de passer en régie dans de bonnes conditions. Ce que vous avez pu faire aussi avec le GAP 44, et vous l'aviez évoqué dans le cadre du groupe de travail que vous aviez organisé, c'était aussi de bien travailler sur votre projet éducatif et alimentaire, hein, sur les objectifs que vous vouliez vous donner, et que tout ça était très bien mentionné aussi dans l'offre de recrutement, Oui, pour que effectivement ceux qui postulent comprennent qu'il y a un vrai projet de la commune. Et je crois que c'était un des points aussi déterminants dans votre démarche, c'est qu'à la fois vous avez travaillé de manière à appuyer sur la fiche de poste, mais aussi en présentant vraiment votre projet pour faire en oui, sorte que des personnes qui adhèrent, je dirais, au projet puissent postuler. Et en l'occurrence, ça a été le cas dans le cadre du recrutement. Mais voilà, je pense que c'est important aussi à souligner. oui, oui, c'est important à souligner. En amont, le groupe de travail a vraiment euh, écrit son projet pour savoir ce qu'on voulait mettre en place. Et il était important pour moi d'y inclure, pour nous, pas pour moi, pour nous, d'y inclure tout le monde. C'est-à-dire les agents qui y travaillent, les souhaits des parents, le souhait des enfants et la volonté politique de mettre en place une cuisine sur place avec des produits de qualité. On a tous travaillé à écrire ce projet et ensuite, une fois que le projet était réalisé, a été mis au clair, c'était beaucoup plus simple en fait. Parce que on ne se posait plus énormément de questions sur le pourquoi et le comment. Il fallait que on mette ce projet-là sur pied et ça s'est déroulé plutôt facilement une fois que les choix ont été faits. Bon, très bien, intéressant. Euh, Juste pour revenir rapidement aussi sur les aspects travaux, hein, dès qu'il y a eu donc le projet donc, qui a été écrit, la question du recrutement, du passage en régie qui était une question déterminante.
Et donc voilà, hein, vous l'avez mentionné au tout début de la visio, mais donc vous avez pu donc rénover le restaurant scolaire qui était déjà existant pour l'améliorer, en particulier sur la qualité d'accueil et d'équipement, mais aussi d'insonorisation. Et puis de construire une cuisine, je dirais, très bien équipée, hein, pour pouvoir aussi travailler correctement, faire du légume brut, mais aussi des cuissons basse température. Enfin voilà, en tout cas, un très bon équipement. Et je sais que le chef cuisinier avec qui j'ai pu aussi échanger est très content de l'équipement qu'il a pour travailler tous les jours. Et il considère que ça fait partie aussi de quelques éléments qui font qu'il puisse faire son travail, quoi, hein. Oui. On donnera peut-être dans les questions-réponses, hein, quelques éléments peut-être financiers, sachant que, à la suite de cette vidéo, une page, d'expérience qui relate, donc le projet sera aussi disponible en ligne sur notre site internet, en lien avec, la visio et qui donne aussi, des éléments plus détaillés en termes de coûts. On est déjà, à une bonne moitié de notre, visio flash. Je propose peut-être qu'on puisse commencer déjà à prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat. Et en l'occurrence, une des premières questions concerne le nombre d'agents qui sont employés pour le temps de préparation et d'encadrement des repas. Alors, on a partiellement répondu avec le recrutement, mais je pense que c'est important aussi de rappeler l'équipe qui est présente Alors, on a un chef gérant, à on temps a plein. à temps plein, une chef de partie, bon, du seconde cuisine, à temps plein aussi. Et on a deux personnels au service en salle côté maternelle et deux personnels au service en salle côté élémentaire. Sachant que le chef gérant et la chef de partie participent au temps de repas des enfants. Ils sont sur le service à table, ils sont sur la réponse aux questions, ils sont sur éventuellement la présentation de légumes quand il y a des légumes que les enfants ne connaissent pas dans les soupes ou dans les plats. Et ça, c'est très, très apprécié par les élèves. Le cuisinier et la chef de partie sont dans la salle avec les enfants. Et ça, c'est vraiment je dirais la différence fondamentale entre une livraison en liaison froide et une cuisine sur place. Ah oui, oui. C'est que forcément, on peut avoir un lien direct Ouais, et effectivement mettre en œuvre un projet pédagogique alimentaire ouais, qui fait sens, quoi, hein, parce que c'est ouais. ceux qui cuisinent avec lesquels les enfants peuvent échanger. Et donc, forcément, ça a un autre impact. Oui, oui, oui. Oui, c'est très intéressant et pour nous, c'était dans la fiche de poste. On souhaitait que les personnels qui préparaient le repas puissent venir en discuter avec les enfants, puissent leur dire ce qu'ils ont dans leur assiette, puissent aussi, quand les enfants, quand certains enfants ont tendance à gaspiller un peu, lui dire, bah, écoute, c'est notre travail que tu mets à la poubelle, c'est le travail des agriculteurs du secteur, donc essaye, au moins goûte. Et ça se passe bien. Les enfants sont très contents d'avoir cette discussion-là avec les personnes qui leur préparent à manger. Hmm. Justement, côté peut-être coût global, hein, parce qu'il faut aussi évidemment un peu en parler. Vous avez quelques éléments à nous partager sur peut-être le coût des denrées, le coût de préparation des repas. Le coût des denrées, alors purement le coût des denrées, on doit être à 2 euros, à quelque chose près. Je ne sais plus si c'est 2,10 € ou 1,90 €, mais toute taxe, 2 euros de coût de denrées par repas. Le coût global pause méridienne, pour nous, c'est 8 euros. Mhm. Mais on inclut le coût des personnels, mais on n'inclut pas le coût de l'amortissement des nouveaux locaux, hein. Mais voilà, c'est coût de Le fonctionnement. personnel, charges et fluides, Le fonctionnement. mais hors amortissement Hors, d'investissement. hors Ouais, amortissement, on est à une pause méridienne de 8 euros. ok. Ce qui est, voilà, on entend souvent des chiffres, 7, 8. Voilà, je Donc, dirais, on est sur ça, des moi, coûts aujourd'hui. ce qui ne nous revient pas plus cher que ce qu'on avait avant. Ok, ok, intéressant. Ouais, Oui, effectivement, c'est comme ça aussi qu'on peut le regarder, quoi. oui. On a assez peu parlé, parce que là, on parle aussi d'un coût de denrée autour de 2 euros.
On a assez peu parlé finalement de la qualité d'approvisionnement, de fourniture des producteurs locaux. Je me Oui, permets de mentionner les chiffres, alors sachant que c'est depuis janvier 2023 que le passage en régie est effectif. Donc voilà, il y a des premiers chiffres que vous avez pu capitaliser et puis c'est observer juste pour une savoir un année. peu où vous en étiez. Et donc aujourd'hui, dans les chiffres que vous m'avez fournis, vous atteignez, dans le cadre de la loi Egalim, 42% de produits bio et 56% de produits dits Egalim, donc où on comprend à la fois des produits bio, mais aussi des produits labellisés ou des produits régionaux. Donc voilà, c'est aussi pour dire que ce coût de denrée d'environ 2 euros, c'est pour cette qualité de service que vous avez, quoi. Et puis de rappeler aussi qu'effectivement, avec le nombre de repas, d'environ 200 repas par jour que vous faites à la cuisine de la Bernerie, vous avez pu, en allotissant correctement les choses, pouvoir passer par le gré à gré. Oui, Et ça, effectivement, c'est plutôt ben voilà, une facilité pour le cuisinier qui aujourd'hui s'est fait son réseau, a ses contacts privilégiés avec un certain nombre de producteurs, les contacts en direct, à trouver les bonnes modalités aussi de livraison, voilà, de comment le dialogue se tisse. Et lui-même m'expliquait, je me permets de le témoigner, parce que j'ai pu échanger avec lui là-dessus, où lui disait bien qu'aujourd'hui, quand bien même il a peut-être plus de fournisseurs que n'en aurait un cuisinier classique qui va passer par deux ou trois grossistes, et que en général les grossistes ont, j'ai envie de dire, tout le temps à disposition. Forcément, quand on travaille en direct avec les agriculteurs, c'est souvent un peu plus compliqué parce que, je pense en particulier à la question des légumes, on n'a pas tout le temps la veille pour le lendemain. Donc il y a un peu plus de complexité, mais ce dont témoigne Esteban Levrault, c'est que pour lui, finalement, c'est une petite question d'organisation qui suffit de le faire, que lui il témoigne que ça lui fait quelques mails à gérer, mais qu'il a aussi des logiques de commande groupée. Il parlait des pommes, où il fait une commande par mois pour les pommes, et il a ses pommes pour le mois. Donc, il témoignait que c'est finalement, à condition de s'organiser un petit peu différemment, un temps qui n'est pas démesuré et même pas forcément plus élevé. En tout cas, c'est ce qu'il considère dans le cadre de son travail pour gérer ses approvisionnements. et du fait qu'ils sont 2 à la cuisine, que sa chef de partie est là, en permanence, lui, il arrive à se dégager du temps, notamment le mercredi, que pour, sa régie, que C'est pour ça. son que pour ses achats ou donc ça lui permet quand même de trouver sur la semaine du temps pour ça, uniquement pour ça. Et puis aussi dans les questions de nos agents, notamment les agents administratifs de la mairie, certains craignaient une surcharge de travail, notamment en comptabilité. Et comme lui arrive à se dégager du temps pour ça, effectivement, il y a une surcharge un peu de travail pour notre comptable, mais ils arrivent à tout faire sur le mercredi matin, donc c'est pas une trop lourde charge de travail supplémentaire. On a aussi une question sur la temps et durée du projet entre le début du mandat et les travaux, enfin, quand le moment où ça a été effectif. Donc peut-être nous redire un petit peu quel a À été le temps de la démarche du projet. 2 années pleines, 2 années pleines. 2 années pleines. OK. Parce qu'il y a le projet éducatif alimentaire qu'on voulait mettre en place, mais il y a aussi la recherche de subventions, le travail avec le maître d'œuvre, euh, le travail sur plan. Et bon, après, les allers-retours entre les services et le groupe de travail pour que tout le monde avalise ce qui a été fait, et ça demande du temps. Oui, bien sûr. Je reprends une autre question qui concerne les environ 8 euros de coût global que vous avez mentionné. Il est demandé si ça inclut le personnel communal de la pause méridienne qui surveille aussi la Oui, cour. c'est toute pause méridienne. Oui, Et, oui, c'est le coût de la pause méridienne.
un peu plus de 8 euros. Ouais. Et sur la cour, j'ai vu la question passer. Donc, on a 4 agents en salle, plus les 2 cuisiniers. Et on a, alors ça dépend parce qu'il y a il y a pour la maternelle, il y en a 3, il y a 3 agents de cours côté élémentaire. Et à la sortie de la cantine, il y a les ATSEM qui reprennent, et elles sont 4. Ok, Les élèves, elles sont 4. ouais, très bien. Sachant qu'il y a effectivement une proximité entre le restaurant scolaire et la cour d'école. Dans la construction, on a inclus, et ça à la demande des ATSEM, effectivement, c'est pour ça que c'était intéressant d'adjoindre les agents de mairie qui travaillent à nos groupes de réflexion. Elles ont demandé à ce que soit construit un couloir, parce qu'il y avait un petit passage. Et entre l'école maternelle et le restaurant scolaire, elles ont demandé à ce que ce petit passage soit couvert. Et du coup, les enfants partent de la maternelle vers le restaurant scolaire sans avoir besoin de s'habiller, sans les bonnets, les écharpes, les manteaux. L'hiver, ça prend quand même beaucoup de temps. Et là, du coup, ils vont d'un local à l'autre sans s'habiller, sans avoir besoin de changer. Ouais, et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, le groupe de travail qui mêle à la fois les élus, les parents d'élèves, mais aussi les agents concernés et qui connaissent, ben voilà, qui ont leur expertise de terrain, pour le dire comme ça, et bien voilà, c'est là qu'on voit que ça permet aussi de trouver les bonnes réponses pour le projet, quoi. Oui, et que tout le monde s'y sent inclus. Je pense que Oui, c'est important. j'ai une autre question très pratique, savoir si vous participez au programme lait et fruits de la DRAF. Non, Non, non. ok. Alors, pour tout ce qui est laitage, on a une ferme bio qui est proche de chez nous. Et alors, les fromages sont pris ailleurs, sur une autre ferme bio. Mais tous les laitages viennent de la ferme Gino, là, qui est pas très loin de chez nous. Le gros avantage, c'est qu'ils nous servent en seau et qu'ils Mhm. récupèrent leur seau. Et du coup, on n'a plus aucun contenant à jeter. Donc ça a été, en plus de la qualité des produits, ça a été un choix validé parce que on voulait faire le moins de déchets possible et que ça, c'était une bonne solution pour ça. Voilà, c'était un autre de nos objectifs. C'est vrai qu'on a assez peu parlé de la dimension du gaspillage alimentaire ou de la production de déchets. Mm. Et c'est vrai que c'est aussi un élément sur lequel vous avez beaucoup travaillé, hein. Vous fournissez aussi des serviettes en tissu aux enfants de maternelle qui sont gérées et lavées donc, par la commune. Oui, Du compostage avec un prestataire qui s'est mis en place aussi oui. pour les Alors, déchets organiques. on souhaite parce que notre composteur, euh, mince, pardon, excusez-moi, l'association qui nous fait la collecte des biodéchets est Nord-Loire. Alors, on aimerait bien qu'ils ouvrent euh, quelque chose Sud-Loire parce justement, on veut éviter les transports, on veut éviter ces choses-là. On se dit que nos biodéchets, ce serait quand même bien qu'on les garde sur notre secteur. Bon, Voilà, après, bah, ce ils sont, sont ce sont des, ce la sont des recherche. filières qui, avec les récentes lois, sont aussi en train de se structurer et de Oui. s'organiser, hein, Et et puis qui la se compétence, développent. chez nous, c'est une compétence aglo, la compétence déchets. Donc il faut qu'on travaille aussi avec notre communauté d'aglo. Mais pour cette année, en tout cas, on a fait le choix de passer par une société parce que on ne se voyait pas gérer tout seul nos propres composts, notre propre compost. Ça peut se faire, hein, je sais que ça se fait à certains endroits, mais on avait des problèmes avec les déchets carnés notamment et la venue de nuisibles, hein, de rats. Hein. Donc là, on a des palox, là, et puis du substrat qu'on met dessus. Et du coup, ça a simplifié ce passage-là, tout en mettant un petit bémol parce qu'on aimerait bien que nos déchets restent sur place, ne voyagent pas. Ouais, ouais. On a une autre question parce qu'on a évoqué effectivement un coût denrée autour de 2 euros, un coût global de la pause méridienne autour de 8 euros. Mais du coup, la question là, c'est sur le coût facturé aux familles. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, on
on a des paliers, hein, une grille tarifaire. On est sur la cantine à 1 euro pour tous les Oui, petits budgets, pour toutes les familles qui en ont besoin. Et puis au-dessus, on est entre 4 et 5, avec différentes tranches. d'accord. Donc des différents tarifs liés aux pensions familiales. Voilà, c'est ça. Oui, La cantine à 1 euro pour tarif social, en fait. Et puis au-dessus, on est entre 3,99 et 4,99, je crois. ouais, ok, d'accord. Voilà, ça c'était un peu une. Est-ce que vous avez une idée, on me demande aussi, du pourcentage d'enfants bénéficiaires du tarif à 1 euro sur votre commune? Oui, il y a 60 enfants concernés sur les 180 qui mangent. D'accord, donc Un tiers des enfants. un tiers des enfants, ce qui est effectivement pas neutre. Non, 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 c'est pas neutre du tout. Ouais, ouais, ouais. Mm. Très bien, je regarde s'il y a peut-être d'autres questions auxquelles pour l'instant on n'a pas répondu. Non, pour l'instant je crois qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Je regarde aussi mes petites notes de mon côté. Ben, peut-être qu'on peut redire deux, trois petites choses sur les fournisseurs. Vous avez en tête un petit peu les différents types de produits. Vous avez parlé entre autres des produits laitiers qui sont fournis par des producteurs locaux. Oui, Est-ce que alors vous avez en tête d'autres produits dont vous arrivez facilement à vous fournir désormais? juste à côté de chez nous, là, un village qui touche aussi sur Chaumeray, là, on a tout ce qui est pâtes, lentilles et huile. Ok, Ça, c'est un fournisseur local. Alors là, c'est vraiment dommage qu'Esteban n'ait pas pu être là parce que c'est lui qui est le plus. Ce qui est un peu plus compliqué. Alors, les légumes, on en a sur des fermes qui sont dans un circuit relativement proche, qui sont proches. Ce qui est plus compliqué, c'est pour la viande et le poisson. Je sais que pour le poisson, il passe par Cap Marais qui est un grossiste, hein, mais qui fournit que du poisson frais. oui, Euh, 100% frais pour le poisson. 100% frais pour le poisson, oui. 100% frais pour le poisson. Après, pour la viande, c'est un peu plus compliqué. Mais les légumes, il y a pas de souci pour trouver sur le secteur. Et on a vraiment, là, on a fait un forum dernièrement avec le PAT du PETR où les agriculteurs, les éleveurs sont venus, se sont déplacés sur place pour présenter leurs produits. Et du coup, ça permet de créer du lien. Et Oui, quand nos chefs gérants du secteur, qui discutent beaucoup entre eux, hein, ceux qui sont déjà en cuisine sur place, ils discutent beaucoup entre eux pour dire bah, où est-ce que toi tu te fournis pour ça euh, donc c'est aussi pour éviter les déplacements des agriculteurs, enfin des fournisseurs, parce il faut aussi qu'on rentre dans des systèmes enfin des trajets partagés qui leur évitent à eux de perdre beaucoup de temps dans leur livraison, plutôt que qu'ils se déplacent que pour une seule cantine. Parce qu'on n'est quand même pas une grosse cantine, on leur prend pas des tonnes de marchandises, donc quand on peut rentrer dans un circuit de distribution de produits, c'est intéressant parce que ça évite pour eux des déplacements qui seraient une perte de temps, une perte d'argent. ok, donc c'est là qu'on voit l'intérêt aussi de la démarche du PAT intercommunal. C'est un peu du Qui... donnant-donnant, quoi. Il faut Voilà, tout c'est ça. pour son compte. Oui, oui, et que le souci de la logistique, est effectivement, pas un petit sujet pour bon nombre de producteurs qui parfois voilà, ont besoin aussi de rationaliser Ouais. leur livraison, leur temps de travail, hein, on sait Mm. qu'il est important. Donc, ok, ça c'est vraiment quelque Ils chose ont qui besoin s'est. de faire connaître leur production. Ouais, Parce que on a un producteur de lentilles, là, ben, il faut qu'il puisse écouler. Et quand il a 180 tonnes de lentilles, c'est pas nous qui allons lui prendre avec nos 200 repas. oui, Donc, il faut vraiment rentrer dans un circuit ou savoir à des moments si on peut nous s'y rendre
pour, pour les aider à vendre leur production, mais nous aussi y trouver notre compte, quoi. Ouais, entendu. On a une autre question, très pratico-pratique sur la question du revêtement au sol. Savoir ce que vous avez pu, installer comme revêtement, sur la question acoustique. Alors c'est une question très, très technique. Ça nous a beaucoup posé problème au départ, surtout à nos agents. Et en fait, avec la pratique, on s'en sort bien. On a mis du Flotex, ce qui est une espèce de moquette, là. Et au départ, ça a vraiment choqué un peu parce que, avec les déchets alimentaires qui tombaient dessus, les agents étaient très, très inquiets au départ. Ah Et oui, en une fait, moquette dans la salle à manger, pour dire ça comme ça paraît c'est pas pas intuitif. une moquette, mais ça y ressemble un peu. Donc, vu comme ça, et en fait, il y a une shampooineuse spéciale. Alors, c'est vrai que ça a été un coût aussi au départ, parce qu'on a acheté une petite et une grosse shampooineuse. Une petite pour les petites tâches journalières, et puis une grosse pour les vacances, en fait, là où ils font le grand ménage. Mais au début, elles étaient très inquiètes parce que ça leur semblait lourd à passer tout ça. En fait, l'habitude est prise maintenant et ça se passe très bien. Et bon, il y a un dessin au sol qui fait que c'est un peu prétaché en disant, mais non, non, ça plaît bien aux élèves parce que c'est un peu coloré. Et puis, c'est pas si problématique que ça d'entretien. Et alors, tout ce qui tombe dessus, le bruit est vraiment feutré, quoi. La Oui, cuillère, elle fait oui, pas bling, elle fait un son beaucoup plus atténué. oui, et c'est vrai que c'est un revêtement qu'on commence à avoir de plus en plus, dans un certain nombre de restaurants scolaires, hein. Je vois Mm. entre autres, Gonel Kraes, maire de l'Agrigonnet, qui a lui-même aussi, construit un nouveau restaurant scolaire, a aussi utilisé le Flotex comme revêtement de sol. Voilà, hein, qui permet vraiment d'atténuer énormément les bruits, et de diminuer le volume sonore, du restaurant scolaire. Faut atténuer les craintes des agents au départ, mais en fait, après, ça se passe bien. Ouais, ouais, ouais. OK, très bien. Comment il y a une autre élue, qui pose aussi une, question qui sera plutôt en guise de conclusion. Je vous liste un peu la question, de savoir si vous avez des regrets ou des frustrations par rapport au projet que vous avez mené, si vous avez, aussi peut-être quelque chose qui serait votre plus grande fierté par rapport à tout ça, et puis, le dernier petit élément de question, si vous avez d'autres pistes, à travailler désormais pour votre équipe? Alors, des regrets, des frustrations, non, pas vraiment, parce qu'on est encore dans l'enthousiasme du début, hein. Ça fait qu'1 an, donc on a attendu longtemps. On a attendu quand même, enfin, si on parle de l'ancienne mandature, 4 ans, nous 2 ans. On a attendu quand même longtemps, donc on est content pour le moment de ce qu'on a réalisé. Donc ça porte un petit peu. Sur, sur ce qu'on souhaiterait, on souhaiterait toujours avancer plus vers le bio et le produit de qualité. C'est-à-dire que là, chaque mois, le pourcentage augmente un petit peu, mais on souhaiterait encore être plus performant de ce côté-là. Ce qu'on souhaite vraiment mettre en place maintenant, c'est le projet éducatif au sein du restaurant scolaire. Alors, ça avance un petit peu. On a la journée des classes, c'est-à-dire que une fois par mois, c'est une classe qui décide du menu qui est mis en place. Et puis on va essayer d'avoir, je pense, un service civique parce que au niveau budgétaire, on arrive un peu au maximum de ce qu'on peut avoir comme agent à travailler sur place. Et on s'aperçoit que malheureusement, ils ne peuvent pas mettre ça en place. On voudrait quelqu'un qui soit vraiment sur les activités d'éducation à l'alimentation, c'est-à-dire porter notre projet en travaillant sur les légumes. On voudrait faire des rencontres entre les producteurs et les enfants, les producteurs et les familles. On voudrait faire tout ça et ça prend beaucoup de temps. Donc, on va essayer de mettre un service civique à la tâche pour que... on a un potager aussi sur l'école, hein. Ça aide un peu. On OK. a un potager, les enfants sont habitués à voir sortir les légumes de terre, mais malheureusement pas assez grands pour qu'ils puissent les manger.
Enfin, ils en mangent un peu dans les classes, mais pas au restaurant scolaire. Mais bon, ils participent au potager de l'école, donc ils ont un peu ces notions-là. Potager qu'on va un petit peu agrandir parce que maintenant on est sur le projet de renaturer la cour de l'école. Donc il va y avoir plus d'espace potager sur l'école. Donc l'idée c'est de plus de travailler. On souhaiterait vraiment travailler là-dessus maintenant. Sur que les enfants prennent, oui, le potager, il est là, que les enfants prennent fassent des repas, connaissent des légumes qu'ils ne connaissent pas forcément à la maison, et puis travaillent sur les repas au restaurant scolaire. Voilà, du coup, encore de bonnes perspectives pour continuer à développer le projet sur le volet éducatif et alimentaire et Mm. sur l'approvisionnement en particulier. Sur Euh, la là, vous avez tous nos personnels, donc ils sont quand même relativement nombreux à travailler sur ouais. le restaurant scolaire. Oui, voilà, donc là, on peut voir quelques photos, effectivement, hein, avec l'équipe au complet. Une photo du restaurant scolaire, une ou deux photos, hein, on voit sa rénovation et puis l'extension de la cuisine. Et puis la cuisine, son équipement, et puis la salle de restauration avec son fameux revêtement au sol. Mais on voit là aussi, par exemple, dans la salle pour les maternelles, les serviettes en tissu qui sont aussi présentes. Euh, je, je soulignerai aussi un point important, il me semble, c'est que dans la démarche que vous avez initiée, vous avez vraiment voulu mettre en place un groupe de travail qui rassemblait la diversité des acteurs concernés. Donc ça me paraît aussi vraiment être un élément important, et où avec ce groupe de travail, vous avez pu définir votre projet ensemble, et ce dont vous m'avez parlé aussi en amont de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, le projet est vraiment à la fois approprié et accepté par l'ensemble des parties prenantes. Et ça, je crois que c'est aussi un déterminant important, et que la démarche que vous avez initiée l'a aussi permis, c'est-à-dire de travailler avec ce groupe de travail, de définir les objectifs en commun et d'initier le dialogue dès le départ du projet. J'ai juste oublié de vous dire quand même, et c'est important, que le groupe de travail s'est transformé en groupe de suivi. C'est-à-dire qu'on se rencontre une fois par trimestre et qu'une fois par trimestre, les mêmes personnes enfin les mêmes personnes, les personnes peuvent changer, mais les mêmes groupes de personnes que celles qui étaient au départ du projet se retrouvent pour voir où on en est, comment on peut faire avancer les choses et ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait faire évoluer. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Sylvie Imbert pour ce témoignage. Merci à toutes et à tous d'avoir aussi suivi et participé à cette 5e visio flash du réseau Bruded. Eh bien, voilà, c'est le moment de vous souhaiter un bon appétit. Au revoir. Au revoir à tous.